Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour le traditionnel maintenant rendez-vous hebdomadaire pour le webinaire qui ce soir est consacré donc à la baisse des marchés. J'ai l'honneur de recevoir ce soir Valentin Offrand qui va nous parler donc de son étude des marchés, qui est plutôt une étude baissière. Bonsoir Valentin. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Est-ce que tu peux te représenter en quelques secondes? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je suis analyste des marchés indépendants. Je travaille pour IG depuis maintenant près de 10 ans en tout. Voilà. Avant ça, j'ai travaillé en tant qu'analyste pour un autre broker, FXCM. Et voilà, je trade à mon compte en parallèle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager mon analyse des marchés sur le marché action. Alors, diplômé également hein, de diplômes prestigieux en termes d'analyse technique. Je crois que tu es aussi membre de l'AFAT, Alors, j'étais membre de la FAT, en d'accord? effet, je le suis plus, mais j'ai 2 certifications. En effet, j'ai le CFTE, pour ceux qui connaissent, c'est une certification basée sur l'analyse technique. C'est présent dans le monde entier, c'est une organisation, voilà, mondiale, donc c'est reconnu partout. Et le CFA qui est beaucoup plus connu dans le monde de la finance, où là, c'est plus axé sur les fondamentaux, pour être un analyste financier, sur les marchés. Donc voilà, je dispose des 2 certifications. Donc, vous l'aurez compris, ce soir, on a avec nous une pointure de l'analyse graphique. D'ailleurs, je vais vous présenter à l'écran, puisque Valentin propose des analyses quotidiennes sur IG, accessibles donc par tout le monde. Donc, je vais juste partager mon écran. Je vais vous montrer hein, comment retrouver donc, les analyses de Valentin donc, sur le site d'IG. Et puis après, on va démarrer donc le webinaire. Donc, sur IG France, vous allez simplement sur la partie analyse, ici en haut dans le menu. Vous allez ensuite sur articles et idées de trading. Et vous allez retrouver donc des articles d'Alexandre Baradez, mais également donc de Valentin. Donc ici, je vois aujourd'hui une analyse donc sur LVMH. Tu en produis en général 2 par jour, hein, une le matin et une l'après-midi. Donc sur différents sous-jacents, il n'y a pas de vérité absolue. Tu es capable aujourd'hui d'analyser tout type de marché, aussi bien on le voit ici sur actions, sur des indices, sur des matières premières, également sur des devises, donc multi-produits, puisque donc ta spécialité, c'est bien donc l'analyse technique des marchés financiers, donc sans limite particulière. Aujourd'hui, à partir d'un graphique, tu peux nous faire donc une analyse, quel que soit le sous-jacent. C'est bien ça, hein? Oui, voilà, c'est ça, une partie d'analyse technique et une partie fondamentale. Voilà. Alors, donc, on va bien sûr profiter de l'expérience ce soir de Valentin pour parler marché et parler perspective également de marché. Avant de démarrer, je vous rappelle que nous avons lancé également chez IG, puisque c'est vrai qu'on est plutôt connu pour la partie produits dérivés, produits à effet de levier. Nous avons lancé il y a maintenant un peu plus de 3 semaines un compte titre qui vous permet donc d'investir sur des actions en direct. On en parlera, je crois, hein, vers la fin du webinaire. On parlera de quelques actions et notamment des actions américaines. Puisque l'avantage de ce compte, c'est que vous allez pouvoir négocier au travers donc, des différents marchés financiers, des marchés actions, que ce soit du côté européen, mais également justement du côté américain, et ce avec 0% de commission à l'achat et à la vente, et également 0 € de frais de change, puisque les actions américaines sont cotées en euros. Donc, on va démarrer. Je vais simplement vous représenter. Alors, je vais mettre à l'écran la présentation. Je vais vous mettre à l'écran, bien sûr, le message d'avertissement sur les risques. Et puis, on y va donc dans quelques instants. Je regarde du côté également du son si tout est OK. A priori, on n'a pas de message nous disant que le son n'est pas bon. Simplement, si vous pouvez valider avec des petits pouces en l'air, nous dire que le son est OK de votre côté. Et puis, on va démarrer. Super, merci pour vos confirmations. Alors bien sûr, durant ce webinaire, si vous le souhaitez, vous pouvez également poser des questions que je relayerai donc directement à Valentin. Allez, je vais stopper le partage et vous partager le bon écran cette fois-ci. Désolé, hein, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc,
On parle ce soir donc, est-ce que les marchés vont baisser? Et vous allez voir donc comment Valentin va nous expliquer donc ses perspectives de marché baissier. On va utiliser l'outil TradingView. On en reparlera juste un petit peu, on en reparlera dans quelques instants. Donc l'avertissement sur les risques, même si aujourd'hui nous n'allons pas faire de trading. Bien sûr, cette présentation n'est pas un conseil de trading, elle est simplement donc proposée à titre pédagogique et elle concerne simplement les vues donc de Valentin sur le marché. Rapidement, IG, bon, vous connaissez, un leader de l'investissement en ligne. On est présent depuis 1974, donc expérience de plus de 50 ans dans le courtage en ligne. Pardon, je vous mets le sommaire ici à l'écran. Donc, dans une première partie, est-ce que le marché US, notamment, est survalorisé, ou les marchés US dans leur ensemble? Pourquoi Valentin, en effet, anticipe une baisse des marchés? Il va vous expliquer de façon très détaillée au travers d'un outil qu'il a développé sur TradingView. Donc, ce sera également l'occasion de faire un petit saut sur la plateforme que vous pouvez utiliser là aussi chez IG et l'utiliser directement sur votre compte de trading. Et puis on terminera par néanmoins une note positive sur les secteurs qui, a priori, seront moins impactés, en l'occurrence donc par rapport à cette prévision de baisse sur les marchés. Juste avant de continuer, je vous rappelle que bien sûr, désormais c'est un rendez-vous hebdomadaire sur le webinaire tous les mercredis à 19h. Nous verrons donc la semaine prochaine. Je vous invite déjà à vous inscrire pour mercredi prochain, où cette fois-ci, mon invité sera Mathieu Serron, là aussi analyste, et on verra donc 3 valeurs à détenir en portefeuille pour 2026, là aussi avec une analyse très, très détaillée, comme vous avez déjà eu l'occasion d'avoir de la part de Mathieu. Bon, Valentin, on y va? Ouais, Les marchés US survalorisés, pourquoi? Le pourquoi du alors, comment? alors, je vais partager mon écran, je vais vous faire voir quelques graphiques. Alors, est-ce que le marché américain est survalorisé? C'est une bonne question. Je pense qu'en tout cas, il est très cher. Devant nous, on a le forward PE du S&P 500. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ratio qui compare la capitalisation boursière du S&P 500 avec les bénéfices prospectifs des 12 prochains mois. Donc, c'est voilà, une jauge de la valorisation du marché, de la confiance des opérateurs dans l'économie, dans le marché action. Et on voit qu'actuellement, on a ce ratio qui est à son plus haut niveau depuis 2020. 2020, début 2021, c'est 23 fois les bénéfices attendus. Donc, on a un marché qui est historiquement très cher, plus élevé que la moyenne à 5 ans en verte, ici, la droite horizontale verte, et que la moyenne à 10 ans, évidemment, en bleu. Donc, voilà, on est très éloigné. Alors, de là à dire qu'on est en bulle, je ne pense pas. Il y a une raison pour laquelle le marché américain est cher. La première, c'est qu'on a des entreprises qui font de plus en plus de marge, donc ça nécessite, ça vaut en tout cas une valorisation plus élevée. Maintenant, voilà, on peut estimer que la valorisation reste quand même très chère, même s'il y a des raisons derrière qu'on peut justifier que le marché américain devrait valoir plus cher aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Alors Voilà. justement, Valentin, puisqu'on voit là, on est sur quasiment un plus haut. Le plus haut précédent, il représente quoi exactement? Si on remonte Alors, un peu en arrière là et qu'on voit cette pointe, voilà, ici, ouais. Alors là, c'est c'était c'est quelle période? c'était au printemps 2020. C'était en début de cycle parce qu'en fait, on était encore en plein période Covid et les analystes n'anticipaient pas autant de profits que le marché. Et donc, du coup, le marché avait rebondi beaucoup plus rapidement que ce que les analystes prévoyaient à cause de la période du Covid. En fait, en fait, les analystes étaient trop pessimistes à ce moment-là. Donc, c'est D'accord. assez Donc là, typique en début de cycle de voir ok. les analystes, les prévisions des analystes en retard sur le marché. Et donc, on a un marché qui, en soi, d'après ce ratio-là, vaut cher, alors qu'en réalité, il ne l'est pas forcément. Donc, c'est bien de regarder ce ratio, mais ça fait pas tout. Moi, ce que j'aime regarder aussi, c'est le
le CAP ratio, c'est ni plus ni moins que en fait, la capitalisation boursière du S&P 500 comparée aux bénéfices normalisés des 10 dernières années. Donc, c'est voilà, une moyenne des 10 dernières années ajustée à l'inflation. Et à cela, on compare la capitalisation boursière du S&P 500. Donc, ça permet de lisser justement ces périodes où parfois les analyses sont en retard, en début ou en fin de cycle. Et ça donne une image beaucoup plus claire. Et là, par contre, on voit quand même que on a un marché qui est toujours extrêmement cher et aussi cher qu'en 2021. Donc là, cette période-là, c'était la période où, pour ceux qui étaient déjà sur les marchés, on avait vraiment une bulle sur pas mal de valeurs. Alors, pas forcément sur le S&P 500, mais on avait les cryptos qui explosaient. On avait les SPAC, les fameux SPAC, ou des chèques à blanc de plusieurs milliards de dollars pour racheter des entreprises qui faisaient aucun bénéfice et les coter en bourse. Donc, voilà, on avait une certaine bulle. Alors, ce n'était pas autant que la bulle Internet, mais vous voyez que on est sur des niveaux, des multiples très chers. Et il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, on était sur des multiples beaucoup plus raisonnables. Et, Ouais. et on voit qu'avant le Covid, une période un peu, on va dire pas normale parce que les taux étaient bas, extrêmement bas, mais on voit qu'on avait des multiples de valo qui étaient beaucoup plus raisonnables, alors qu'à l'époque, c'était déjà important, ils étaient considérés comme importants, mais là, on voit on est encore 10 points supérieur par rapport à la période pré-Covid. C'est historiquement, Alors, historiquement ouais, élevé. ce qu'il faut rappeler hein, sur les deux lignes qu'on retrouve, hein, c'est qu'en bleu, on a les États-Unis hein, et Ouais. en orange, marron, c'est l'Europe. Hein, donc, on a quand même un écart très important entre les deux. Est-ce que selon toi, on est parti un peu comme pour rejoindre au final la bulle de 2021, pardon, de 2000 sur les valeurs technologiques? Est-ce qu'on est un peu sur le même chemin? Moi, je ne crois pas. Je pense que il y a effectivement comment dire, des similitudes, mais la grosse différence, c'est qu'on a quand même un marché qui est cher, mais qui est quand même soutenu par des profits importants, des cash flows importants et surtout une qualité de bilan qui est beaucoup mieux qu'à la période de la bulle Internet. À la bulle Internet, il y avait beaucoup de dettes, pas beaucoup de capitaux de fonds propres. Et là, on a quand même, certes, une dette qui augmente fortement pour financer toute l'intelligence artificielle, mais derrière, on a quand même des cash flows extrêmement importants et des entreprises qui ont des bilans comptables, du cash disponible et des fonds propres Ok. importants. Donc, je ne pense pas qu'on soit comme dans la bulle Internet. Ok. Euh, Maintenant, voilà, moi, mon message, c'est qu'on a un marché qui est extrêmement cher et qui donc price la quasi-perfection au niveau de l'IA, au niveau de l'économie également, parce que si l'économie était en récession, on n'aurait pas un multiple aussi élevé. Ok. Donc le marché, malgré tout, reste aujourd'hui, selon toi, quand même surévalué. Voilà, Pour répondre à cher, la question du sommaire, surévalué, aujourd'hui, on est sur un marché cher, surévalué, euh, mais pas en état de achetable. bulle comme il y a 25 ans. Est-ce qu'il est encore achetable au final le marché aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore l'acheter? Je pense qu'il est achetable, mais sur des niveaux tactiques. Donc, quand on a des retracements, et tant qu'on n'a pas de récession, je ne vois pas je Ok. vois pas le problème d'acheter le marché. Après, je pense que pour un investisseur voilà, de long terme, il faut faire très attention sur des multiples de valeurs aussi élevés. L'histoire nous montre que plus la valorisation est élevée, plus les rendements futurs sont faibles. Mm. Donc, là, la valorisation actuelle avec ce ratio-là implique une performance sur les 10 prochaines années de l'ordre de 2-3% par an du marché boursier américain. Donc voilà, c'est extrêmement Ok. faible. Donc, ce Maintenant, qui veut dire qu'une correction aujourd'hui pourrait être quand même quelque chose d'assez sain. Alors c'est une question, hein, et je rebondis d'ailleurs sur une question qui est posée dans le chat. C'est selon le graphique, il y a une corrélation entre le marché américain et le marché européen. Et est-ce que si le marché américain baisse, on va avoir une baisse également en Europe? alors oui, oui, bien sûr, il y a une forte corrélation de toute façon entre le marché de Wall Street et en fait quasiment tous les autres marchés, sauf la Chine qui est assez voilà, isolée
du marché américain. Il y a le Brésil aussi. Enfin voilà, plus on Mhm. s'éloigne des marchés occidentaux et en fait plus moins la corrélation est importante. Mais c'est vrai que oui, si on a une correction aux États-Unis, il y a de fortes chances qu'on ait également une correction en Europe. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être de la même amplitude. Mais en tout cas, d'un point de vue du mouvement, en effet, on aura cette corrélation positive. Ok. Donc là, on voit en effet donc une big picture, hein, en quelque sorte, sur un marché aujourd'hui qui est survalorisé. Je ne sais pas si tu voulais encore montrer un autre graphique avant de Ouais, passer bien sûr. sur TradingView. Alors, ça, ce graphique-là montre en fait l'exposition des investisseurs particuliers américains. Alors, c'est un sondage, hein, c'est pas des données réelles issues des brokers. Donc, c'est un sondage sur l'exposition des investisseurs particuliers américains au marché action. Donc là, on voit qu'en ce moment, il y a voilà, une pondération, une exposition de 71% sur le marché action auprès des investisseurs particuliers américains qui ont répondu à cette enquête. Donc un On voit retour de que, l'appétit sur l'investissement action côté US. voilà, exactement, on voit que les investisseurs particuliers américains ont très confiance dans le marché action américain. C'est plutôt considéré comme un indicateur contrarien, c'est-à-dire que bah, les moins informés, normalement, sont comment dire, les moins performants. Et donc, lorsqu'on a un très fort consensus parmi les moins informés, en général, c'est une meilleure idée de suivre La contre-tendance en quelque sorte. la contre-tendance. Si Voilà. tout le monde est Donc, acheteur, il vaut mieux se placer vendeur du coup, voilà, ou attendre exactement. ou attendre une correction pour de nouveau rentrer sur le marché. Voilà. Donc là, Donc, il n'y a pas de limite en soi. Enfin, la limite est 100%, elle n'est jamais atteinte, mais on pourrait aller plus haut que les 71% du mois de novembre. Mais on voit que lors de la bulle, l'euphorie de 2021, pour ceux qui s'en rappellent, c'était vraiment l'euphorie sur les marchés. Tout le monde en parlait vraiment partout. Et on voit qu'en fait, on est retourné à ces niveaux-là. Donc, même si on n'a peut-être pas la même euphorie à l'extérieur, auprès du grand public, on a quand même une exposition importante auprès des investisseurs particuliers. Donc ça montre quand même qu'on a un degré de confiance important, que ce soit auprès des analystes, que ce soit auprès des investisseurs particuliers. Donc je pense que c'est un signal d'alerte. Alors c'est pas du tout ça veut pas dire qu'il faut c'est pas un signal vendeur en soi. C'est pas parce que voilà, on a une forte valorisation ou une forte exposition de certains au marché action qu'il faut nécessairement vendre immédiatement le marché, mais ça invite clairement la prudence et ça montre qu'en fait, il y a déjà beaucoup de monde qui ont acheté le marché et donc si on veut qu'il continue d'augmenter, en fait, il faut davantage de monde, davantage de personnes qui achètent. Voilà, donc le problème, c'est que si il y a déjà une grande majorité qui est fortement exposée, c'est hmm. compliqué de pousser le marché plus haut. Donc on voit en effet ici un indicateur supplémentaire, hein, qui nous amène à encore plus de prudence ou éventuellement à penser que le marché va baisser. Autre graphique encore où on passe à la plateforme Ouais, on va avec, passer à la plateforme. Je n'ai pas de graphique à présenter. avec ton indicateur. Alors, je vais juste repartager mon écran. En effet, là, tu as à l'écran TradingView. Tu vas parler de ton indicateur là, dans quelques instants. Je vais juste voilà, partager l'écran. Je reprends la main. Donc, Valentin va nous montrer donc, un indicateur qu'il a développé sur TradingView. Voilà, je partage et je vais vous mettre à l'écran donc TradingView. Donc TradingView, c'est une plateforme américaine, hein, de mémoire, une plateforme graphique sur laquelle vous pouvez avoir un compte, donc même avoir un compte gratuit ou un compte avec abonnement. Et sur cette plateforme, alors bien sûr, il y a plein de possibilités en termes d'analyse, en termes d'indicateurs que vous pouvez poser sur le graphique. Mais vous avez également la possibilité, lorsque vous avez un compte IG, de lier votre compte de trading. Vous voyez ici, si j'ouvre le panneau, vous voyez, vous avez la possibilité ici de choisir le courtier IG, parce qu'en réalité, la plateforme TradingView, c'est une plateforme donc d'analyse graphique sur laquelle vous allez pouvoir échanger. Il y a une communauté très importante aujourd'hui, notamment une communauté anglo-saxonne sur TradingView. Mais l'avantage de cette plateforme, c'est que vous pouvez la connecter également à votre compte de trading, donc chez plein de courtiers. Et donc, vous avez également ici la possibilité donc
d'aller sur IG et d'indiquer simplement votre code utilisateur et mot de passe habituel et de pouvoir directement trader, donc c'est-à-dire vous liez votre compte de trading directement sur la plateforme et vous avez donc la possibilité de trader sur TradingView. Donc par défaut, cette plateforme, elle est gratuite. Alors, elle est gratuite, mais en général, sur la version gratuite, vous pouvez ajouter très peu d'indicateurs. En général, c'est un ou deux, je crois, hein, sur la version gratuite. Et après, vous pouvez upgrader votre abonnement, mais l'abonnement se paye donc directement chez TradingView. Donc, Valentin, tu vas nous parler, puisque tu as un abonnement chez TradingView, tu vas nous montrer également donc, sur les produits IG que l'on propose, qui sont donc, proposés à la négociation. Alors ici, la négociation des produits, c'est concernant uniquement les CFD. Tout à l'heure, je vous parlais du compte titre. D'ailleurs, je vous ai mis dans le chat le lien si vous souhaitez faire une ouverture de compte titre, voire même de compte CFD. Mais ici, donc sur la plateforme TradingView, vous ne pourrez faire que du trading sur CFD. Cela veut dire quoi? Cela veut dire soit acheter les marchés ou éventuellement faire du short, donc faire de la vente à découvert et anticiper la baisse. Eh bien, écoute, Valentin, je te redonne la main. Tu peux reprendre le partage d'écran et nous parler donc de l'indicateur que tu as développé sur TradingView. Parce qu'en effet, la plateforme, elle vous permet d'une part d'utiliser donc des graphiques, des indicateurs tout faits, des indicateurs développés également par la communauté TradingView, ou également de développer vos propres indicateurs. Et toi, Valentin, c'est ce que tu as fait au travers d'un indicateur personnel sur lequel, ce qui a nécessité quand même un développement assez ardu, puisque je crois que le code représente un petit peu plus de 700 lignes de code, donc ça t'a pris un petit peu de temps, j'imagine. Ça ne s'est pas fait en une journée. Ouais, Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler donc un peu plus et nous dire en effet pourquoi, qu'est-ce qui te laisse à penser que le marché va baisser? ouais. Alors en fait, moi, mon algorithme que j'ai codé l'année dernière, il repose sur beaucoup d'années de recherche de signaux les plus fiables sur les marchés pour timer les gros retournements. Donc, mon algorithme ne cherche pas du tout à essayer de capter les retracements de 2 ou 3%. L'idée, c'était vraiment pour les signaux baissiers de capter les signaux précoces d'une correction d'au moins 10%. Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être plus. Mon algorithme ne permet pas de savoir, enfin, en tout cas ne prévient pas de quelle sera l'amplitude. C'est déjà bien qu'ils me préviennent, on va dire, à temps des périodes de retracement. On voit ce que ça donne, sur le long terme. Donc il y a des faux signaux, évidemment. Le Saint Graal n'existe pas sur les marchés. Donc là, tu es sur le S&P 500. Hein. Voilà, je suis sur le S&P 500 d'IG. Les périodes rouges, alors c'est en fait des périodes d'alerte. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est rouge qu'il faut shorter immédiatement le marché ou le vendre. Ensuite, il faut l'utiliser avec d'autres signaux. On peut attendre par exemple le croisement d'une moyenne mobile, on peut attendre voilà, un autre signal. Voilà, moi j'ai un signal codé que je ne suis pas forcément tout le temps, mais voilà, vous voyez, j'ai des petites, des petites flèches de tracé. Donc on voit que mon algorithme ne permet pas de capter les extrêmes, les points les plus extrêmes. On voit que là je suis un peu en avance. Maintenant, voilà, ça permet de capter, on va dire quand même, de protéger des gros mouvements de baisse. Celui-ci est un mauvais signal, même si ensuite on a eu une correction. Ici, voilà, on a un peu de drawdown avant la baisse. Et ici, c'était un très bon signal à la fin de l'année dernière et au début, pendant l'hiver dernier. Et là, j'ai eu un dernier signal. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors en effet, on le voit, hein, c'est très visuel, puisque là, on est sur une période rouge, on est dans le rouge. Et qu'est-ce qui fait que voilà, ça va baisser? Ouais, alors du coup, mon algorithme repose en fait surtout sur des indicateurs de participation au marché. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, c'est en fait ce que fait le marché sous-jacent en dessous de l'indice en fait. Parce que la plupart des indicateurs d'analyse technique reposent sur le prix. Ce sont des dérivés du prix. Hein. Le RSI, c'est calculé grâce au prix. Le stochastique également, la MACD, les moyennes mobiles, tout ça, ça repose sur les données du prix.
Moi, mon indicateur repose essentiellement sur les actions, ce que font les actions du S&P 500, du Russell 2000, 3000. Donc en fait, les voilà, 1000, 2000, 3000 plus grosses captations boursières américaines. Est-ce que il y en a beaucoup qui évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours, par exemple? Si on n'a pas beaucoup, alors que le S&P 500 est au plus haut, ça, par exemple, ça va être un signal d'alerte sur mon algorithme. Euh, donc là, je vais vous En gros, partager. enfin, si je veux résumer de façon très basique, au lieu en effet de faire une analyse sur les prix, comme tu l'indiquais par exemple dans le calcul d'une moyenne mobile, tu vas plutôt prendre, c'est un peu comme un outil de screening en quelque sorte. Tu vas dire, voilà, sur les 500 actions que compose le S&P 500, il y en a 200 qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile 50 et il y en a 300 qui évoluent en dessous de la moyenne mobile 50. Et c'est ce qui te permet, je résume de façon extrêmement basique, et c'est ce qui te permet de te donner en quelque sorte une tendance de fond plutôt haussière ou plutôt baissière. Tu peux me Voilà, en dire hein, fait, si je me trompe. Hein. non, non, ça me permet de déterminer des zones fragiles du marché américain, en fait, lorsqu'on n'a plus que les généraux qui poussent en fait la tendance. C'est souvent le cas en fait lorsqu'on étudie les gros retournements du marché ou les corrections en fait. Souvent en fait la participation au marché haussier se détériore depuis plusieurs semaines. Et en fait à la fin il reste que les mastodontes, les meilleures entreprises du S&P 500 qui tirent l'indice vers le haut. Donc en fait ça se voit pas beaucoup en fait au niveau de l'indice, mais au niveau des entreprises, la plupart des entreprises en fait ont déjà commencé à corriger bien avant le S&P 500. Donc Est-ce que c'est pas justement un petit peu biaisé au travers des 7 magnifiques, puisqu'on sait que des valeurs comme Apple, Amazon, Nvidia alors, aujourd'hui ont des capitalisations boursières complètement démesurées et complètement démentielles. mhm. Et justement, est-ce que ça vient pas fausser un peu la donne? Alors si en ce moment c'est les Magnificent Seven qui vont être les derniers souvent à corriger, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple en 2022 c'était vraiment une correction globale. Bon, on avait les géants de la tech, mais il n'y avait pas que ces entreprises-là qui tiraient le marché vers le haut. Sinon, si je reviens plutôt en 2018, ouais, on avait chaque période a ses leaders en fait, Mhm. ses leaders du marché. Parfois, ça peut être la tech, parfois ça peut être d'autres, mais en effet, ces 5-10 dernières années, c'était surtout les mastodontes technologiques. Mais avant ça, c'était d'autres entreprises. Donc, en fait, le message, c'est que souvent, en fait, l'indice S&P 500 qui regroupe les 500 meilleures entreprises américaines, en fait, corrige plus tard que la plupart des actions du S&P 500 et même et surtout des small caps, mid caps. Les small caps, mid caps ont tendance à réagir en premier, à corriger en premier. Ensuite, on va avoir de plus en plus d'entreprises du S&P 500 et ensuite, à la fin, on aura les meilleures entreprises du moment. Donc, en ce moment, c'est les mastodontes technologiques. Voilà, Donc c'est un peu. ça veut dire que si on prend ton indicateur, aujourd'hui, on a déjà une grosse partie du S&P 500 qui s'est mis à corriger en quelque sorte, ou Euh, qui part à la baisse. Voilà, alors pas forcément qui a massivement corrigé, mais ça peut être par exemple une correction de 4-5% de la plupart des actions. Ça peut être une stabilisation du S&P équipondéré, donc qui ne prend pas du tout en compte, enfin qui donne le même poids pour chaque entreprise du S&P 500. Donc c'est pas du tout en fonction de la capitalisation boursière, donc pas biaisé Mhm. par ces mastodontes technologiques. Donc voilà, on a également le Russell 2000, par exemple, qui comporte les 2000 entreprises, pas les plus capitalisées, mais après les 1000 premières, ce sont les 2000 qui suivent. Donc c'est souvent des petites et moyennes entreprises, des small et mid caps, pardon, américaines, qui eux, voilà, corrigent même avant le S&P 500. Donc je peux le montrer, par exemple, il est juste ici, voilà, le Russell 2000. On voit que, par exemple, là, il a corrigé il a commencé à corriger dès en fait la mi-octobre. Le signal précédent, en fait, on avait eu un top juste après les élections de novembre 2024, alors que le S&P 500, il continuait un petit peu à progresser, il Mhm. restait au plus haut, alors que le Russell, il avait déjà commencé sa digestion, sa correction. Donc voilà, c'est souvent
le Russell qui va donner un signal précoce. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois et que l'histoire me le montre. Donc voilà, là, Donc par là, exemple, là, ouais, là aussi, si je résume, donc en regardant le mouvement du Russell 2000, donc plutôt sur small et mid caps US, on a déjà un premier signe avant-coureur d'une baisse qui vient ensuite se propager sur le reste et notamment ici, donc validé par le signal sur le S&P 500. Donc. voilà, exactement. Alors, Donc, dans ouais. ces cas-là, de façon très curieuse, Mhm. que- quels sont les autres indicateurs que tu peux prendre en compte dans le cadre de tes analyses, notamment par rapport à cette, je dirais, cette vision en quelque sorte du marché baissier à venir? Est-ce que tu vas valider justement cette position par d'autres indicateurs? Comment, Oui, oui, oui. comment tu Alors, viens aborder voilà, cette prévision baissière? dans mon algorithme, il y a le VIX qui est aussi pris en compte, mais j'aime bien le regarder en effet parce que souvent, en fait, lorsqu'on a des tops du marché, on a comment dire, la volatilité qui commence également en fait à se comporter comme à l'inverse de ce qu'il devrait en fait. Il converge On avec le le rappelle, hein, S&P. le VIX, hein, c'est l'indice de volatilité hein, sur notamment les options du S&P 500, qui est un indice donc, qui permet de connaître un petit peu la température et la tension, la psychologie aussi des marchés à un moment. Est-ce que les acteurs de marché sont plus tendus, plus détendus? Et en général, le niveau, je crois, c'est 20 hein, sur le VIX. Dès lors où on Oui, dépasse les 20, on arrive dans une zone où on a un regain de volatilité important avec des mouvements qui peuvent être plus ou moins brutaux. exactement, ouais. Donc la moyenne, elle est de 20. Au-dessus, en général, on a une volatilité implicite plus élevée. Donc ça implique une volatilité pour les 4 prochaines semaines plus élevée. Donc c'est en général en fait un benchmark de la nervosité, de la confiance des opérateurs de marché pour les 30 prochains jours. Alors Voilà. ici à l'écran, tu peux nous dire Ouais. ce que représente la ligne bleue? Ouais. Alors en bleu, nous avons le S&P 500 et en noir, nous avons la volatilité implicite, le VIX. Qui est proposé par IG, donc qui est possible également de le trader. Et on voit que juste avant, enfin pendant cette période d'alerte que j'ai de mon algorithme, on voit qu'on a une convergence, alors sur plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, entre Tu utilises d'ailleurs l'unité de temps en daily, hein, c'est-à-dire que ouais, chaque bougie représente une journée. Hein. exactement, exactement. Donc là, c'est un graphique en ligne, mais on voit bien que normalement, la volatilité implicite doit diminuer et le prix du S&P 500 augmenter. Lorsqu'on a la volatilité implicite qui augmente avec le S&P 500, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'en fait, on a un marché qui est de plus en plus nerveux alors qu'il augmente. C'est pas logique. Et en général, le VIX a plus souvent raison que tort. Donc, c'est le message du VIX statistiquement. Hein, il y a parfois des faux signaux, évidemment. Mais c'est le message du VIX à suivre. Et là, on voit que avant des corrections de 5, 10 voire même 20, comme on a eu au printemps de cette année, on a une belle divergence du VIX sur plusieurs semaines, voire quelques mois. Là, vous voyez, c'est pareil. Donc ça se fait en même temps que la hausse du S&P 500 et ensuite, voilà, on a la petite, plus ou moins petite correction du S&P 500. Donc voilà, on voit qu'on a cette convergence entre le VIX et le S&P 500. Ça, c'est un message d'alerte à mes yeux. Parfois, cette convergence peut prendre beaucoup de temps. On voit qu'on a parfois des faux signaux. Vous voyez ici, on a une première divergence, bon, petite correction de 5-10%. Ça se trouve, c'est ce qu'on est actuellement en train de connaître. Et ensuite, on a une nouvelle convergence qui se développe avant le vrai, on va dire, bear market. Donc, je ne sais pas où est-ce que nous en sommes actuellement. Peut-être qu'on est à ce niveau-là, peut-être qu'on est ici, enfin, l'équivalent de fin 2021, ou peut-être qu'on est simplement à une petite correction comme on a eu à l'été de l'année dernière. Ça, c'est impossible à prédire. Ça va évidemment dépendre des catalyseurs qui vont venir. Parce que par exemple, la correction de 20% qu'on a eu au printemps est surtout due aux tensions commerciales. Donc, ça avait commencé en mars avec des tensions entre les États-Unis, l'administration Trump, le Canada, le Mexique et la Chine.
Et ensuite, on a eu la deuxième vague baissière, le fameux Liberation Day du 2 avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a évidemment des catalyseurs qui justifient cette baisse, qui provoquent cette baisse. Mon algorithme ne prédit pas ces catalyseurs, ne peut pas le prédire. Ça montre simplement les zones où le marché est vulnérable. Oui, on reste bien sur des données donc de marché et pas du tout d'événements exogènes au marché, en effet, comme tu le disais, donc sur les tarifs douaniers, qui ne sont pas, au final, enfin, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas prévisibles, mais en tout cas qui ne dépendent pas du marché en tant que tel, puisque là, c'était une décision politique. Ouais, tout à fait. Alors, si on parle en termes de temporalité, parce qu'aujourd'hui, en effet, le fait de dire le marché va baisser, mais est-ce qu'on arrive à déterminer une certaine temporalité? C'est pendant combien de temps? C'est à partir de quand vraiment on aura un phénomène déclenchant, ou par rapport à quel indicateur? Qu'est-ce qu'il faut suivre? En effet, là, le fait de suivre le VIX, c'est déjà un bon indicateur, ça permet de prendre vraiment la température, hein. Si on dépasse le niveau de 20, en effet, on risque un retournement. Mais selon toi, est-ce qu'il y a d'autres catalyseurs justement par rapport à cette baisse? Alors, oui, je pense que le marché il va rester à peu près à ce niveau-là en attendant la Fed. Je pense que la Fed la semaine prochaine, ça va être un catalyseur en fait qui va soit invalider ou soit valider le signal de mon algorithme. Personnellement, je ne serais pas surpris que on ait une baisse de taux de la Fed, mais que en échange, on ait un Jérôme Powell, un président de la Fed assez hawkish, assez dur dans sa communication, qui ne va pas forcément prévoir 2-3 baisses des taux l'année prochaine, comme Ouais. c'est actuellement anticipé par le marché. Donc, on peut avoir en fait des surprises au niveau de la Fed, même si on a une baisse des taux la semaine prochaine. Ce qui est assez intéressant avec mon algorithme, c'est qu'à chaque fois que voilà, on a un signal et puis la correction, on a toujours un catalyseur qui ressort. En juillet l'année dernière, c'était le fameux yen carry trade qui voilà, se débouclait parce que les taux longs japonais remontaient. Voilà. Ensuite, au printemps, on avait les tensions commerciales. Il y a toujours un catalyseur ensuite qui ressort. C'est jamais évident le prévoir. Moi, je dis que c'est peut-être la Fed la semaine prochaine, mais ça peut être dans 2 semaines avec les chiffres sur l'inflation aux États-Unis. S'ils ressortent en hausse, s'ils ressortent à 3,1, 3,2%, là, dans ce cas-là, on peut avoir le marché qui ne va plus prévoir 2 baisses des taux l'année prochaine, mais plutôt une. Et on l'a vu mi-fin novembre, qu'on a eu une baisse de 5% du S&P 500, simplement parce que le marché ne prévoyait plus de baisse de taux en décembre. Donc, c'est possible que c'est à la Fed qui provoque une correction, mais peut-être les chiffres sur l'inflation dans 2 semaines, ou même les chiffres sur l'emploi, le chômage qui vont également ressortir dans 2 semaines. Si on a une hausse du chômage, alors qu'on en a déjà eu une le mois dernier, lors de la précédente publication, ça pareil, ça peut inquiéter les marchés. Ah, peut-être qu'on va avoir une récession, les multiples de valeur sont extrêmement élevés, donc voilà, on va revoir nos chiffres à la baisse. Voilà, on peut avoir des catalyseurs divers et variés, c'est impossible à prédire lequel, mais en tout cas, voilà, le message de l'algorithme, c'est qu'on est dans une zone vulnérable. Donc maintenant, voilà, C'est la prudence qui est de mise. Surtout, il faut s'attendre à éventuellement on est en effet sur un terrain qui n'est pas très stable malgré ces valorisations. Je dirais qu'on est peut-être monté un peu trop haut là, et qu'une baisse serait quand même la bienvenue en oui, quelque sorte pour calmer un peu les ardeurs du marché, pour calmer oui, un c'est petit peu ça. tout le Ouais. monde au final. C'est ça, je pense que le marché, il price un peu la perfection en ce moment. C'est une baisse des taux en décembre, 2 autres baisses l'année prochaine. Kevin Hassett, donc le directeur, le conseiller économique de la Maison-Blanche qui prendrait la présidence de la Fed après Jérôme Powell, et qui est évidemment un ami, en tout cas un proche de Donald Trump. Donc, voilà, on a beaucoup de catalyseurs qui soutiennent, qui sont déjà pricés dans les marchés. Donc, difficile à imaginer. Alors, il peut en avoir d'autres catalyseurs qui soutiennent le marché action, mais on a déjà beaucoup de bonnes nouvelles intégrées dans les prix et il n'y a pas beaucoup de marge pour des mauvaises nouvelles. Donc, ça veut pas dire, Ok. on ne va pas forcément avoir de mauvaises nouvelles, mais en tout cas, le marché actuellement n'intègre pas vraiment de mauvaises nouvelles. Donc, si on a une, euh,
ça risque de déplaire aux investisseurs. Voilà. Donc, Alors justement, Valentin, quels seront selon toi, en cas de baisse, en cas de continuation là, ou en tout cas de validation d'une baisse, quels sont selon toi les secteurs qui vont en pâtir en premier? alors, moi, je pense Aussi que bien côté technique ou éventuellement même un petit peu de fondamental, si on veut parler un peu de fondamental, mais bon, je sais que ta spécialité, c'est plutôt l'analyse technique, mais selon toi, voilà, sur quel secteur il faut vraiment être vigilant, ou en tout cas où on marche un peu sur des œufs? alors moi, je dirais les cycliques, hein. Généralement, lorsqu'on a une correction comme ça, c'est les valeurs à bêta élevé ou ceux qui sont les plus exposés à l'économie qui, comment On dire, veut sont des les noms, plus on veut des sensibles. noms. On veut des noms. Alors, moi, je pense aux petites et moyennes capitalisations boursières. Déjà, le Russell 2000, moi, c'est un indice que je préfère shorter lorsque j'ai une vue négative du marché américain parce que, bah, on sait tous, hein, le S&P 500, le Nasdaq sont des indices extrêmement résilients grâce à la qualité des entreprises sous-jacentes. Mhm. Donc, généralement, le Russell 2000, pour moi, c'est l'indice le moins difficile à Fragile. shorter. Ouais. Donc, voilà, dès que j'ai une vue négative sur Wall Street, le Russell 2000, c'est le premier que je Mais, short. mais sinon, sur des valeurs, sur un secteur en particulier, est-ce qu'il y a un secteur sur lequel il faut quand même rester vigilant ou être prudent? Alors, il y a la finance, la Ouais. tech généralement et l'industrie. Voilà, c'est les trois secteurs, on va dire les plus cycliques. On a parfois l'énergie, les matériaux, mais ça dépend beaucoup plus de la macro. Donc, également des secteurs cycliques, mais c'est très dépendant de la macro et ça va pas forcément être corrélé aux corrections du S&P 500. Donc, si vous Donc, avez, enfin, en tout cas, moi, avec mes signaux techniques de mon algorithme, je privilégierais plutôt les shorts sur les secteurs tels que la tech, ouais, l'industrie, la finance et évidemment, comme je l'ai dit, les small caps et mid caps. Voilà. Et d'accord. Et également, plutôt côté US, donc plutôt côté US. plutôt côté US, après, ça marche également avec les indices européens parce que lorsqu'on a une correction de Wall Street, on a souvent le reste du monde qui suit. Ouais. Donc, si par exemple, je regarde le CAC 40, Donc ça veut dire qu'il faut également être prudent, par exemple, sur les bancaires françaises ou sur les valeurs financières françaises. oui, Ouais, oui, mais après, il n'y a pas une corrélation de 100% lorsqu'on a une phase de correction. Je prends par exemple le cas de, euh, alors, de la Société Générale que je vais montrer tout de suite, par exemple. Euh, alors, je vais rester oui, parce que sur le. ton indicateur, au final, bon là, tu nous l'as montré sur le, le S&P 500, mais on peut également tu peux également le mettre sur tous les sous-jacents. En revanche, ça marche pas forcément de la même manière sur tous les sous-jacents. C'est Voilà, plutôt justement sur de l'indice, puisque ouais. tu parlais tout à l'heure, ça compare les valeurs d'un même indice Mhm. et il permet donc de déterminer en gros une tendance du global du marché. Exactement. L'idée de mon algorithme, c'était vraiment d'essayer de détecter les signaux précoces des retournements du marché. Euh, et donc voilà, donc en fait, il y a pas d'action d'entreprise qui est à privilégier en particulier parce que j'ai un signal négatif de mon algorithme. Ça va dépendre. Là, on voit que par exemple, Société Générale, bah, c'était une très mauvaise idée de shorter la Société Générale lorsqu'on avait le signal baissier de l'hiver dernier. Donc, voilà, j'ai pas d'action précise à recommander à shorter parce en fonction de mon signal. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi, le Russell 2000, c'est voilà, l'indice que je privilégie lorsque j'ai une vue négative du marché américain. C'est le moins qualitatif, pardon, parmi les autres indices. C'est le plus sensible à la liquidité. Donc, dès que la liquidité se rétracte, le Se Russell 2000, raréfie. Ouais. voilà, il est procyclique, le Russell 2000, il a un bêta supérieur à 1. Ça marche également avec les cryptos. Je vais vous montrer, hein, parce que les cryptos, au final, c'est très sensible à la liquidité, hein. Donc, on voit que voilà, dès qu'on a mon signal qui est négatif, qui donne une période d'aversion au risque, on a les cryptos qui, en général, ne se portent pas très bien. Donc, voilà.
Est-ce que ton indicateur est public? Alors, mon indicateur n'est pas public. Je ne compte pas le publier pour le moment. Euh, mais peut-être à l'avenir, ça Donc le sera. tu n'en fais pas commerce aujourd'hui. Non, je n'en fais pas commerce. C'est pas quelque chose qui est vendu ou qui est disponible en tout cas sur la plateforme. Tu l'utilises donc toi-même dans le cadre de Ouais. tes analyses, puisque tu l'as développé donc de A à Z. Mhm. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut éventuellement s'en inspirer. C'est-à-dire que, Ouais. alors c'est vrai que enfin, dans la recette, on ne va pas dire la recette magique, parce qu'en effet, comme tu le disais, le Graal n'existe pas, mais c'est de regarder un indice, de regarder en gros la majorité d'actions qu'il compose par rapport à un signal graphique. Là, tu parlais tout à l'heure un exemple de moyenne mobile. Tu mets une petite dose de VIX dedans. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients à la recette? Oui, alors en fait, il y a énormément de. J'ai 15 signaux, en fait, D'accord? une quinzaine de signaux dans mon algorithme. L'idée, en fait, c'est que chaque top majeur du marché est légèrement différent. Et il n'y a aucune stratégie, aucun signal qui se répète systématiquement à chaque top du marché. Donc l'idée, c'était un peu de chercher tous les grands tops d'au moins 10% du marché américain qui étaient fréquents, alors pas forcément tout le temps, qui se répétaient pas forcément tout le temps, mais voilà, une quinzaine de signaux qui avaient tendance à se répéter régulièrement avant ces corrections-là. Je les ai réunis et l'idée, c'est que lorsqu'on a un certain nombre d'entre eux qui est activé sur une certaine fenêtre de temps, eh bien, j'ai mon algorithme qui me donne un signal négatif. Donc, par exemple, si j'en ai 10, si j'ai 10 signaux sur 15, sur mes 15 stratégies qui me donnent un signal négatif, qui m'ont donné pardon, des signaux négatifs au cours des 2 derniers mois, Ouais. eh bien, ça va être mon algorithme, justement, va me dire, voilà, une zone vulnérable en ce moment. Ok. Alors, j'ai une question bête qui peut paraître Mm. bête, mais est-ce qu'on peut, si on inverse tous les signaux, est-ce que ça nous donne des signaux de retournement haussier? Alors, non, c'est une très bonne Imaginons, question. on prend les mêmes éléments et Mm. puis on dit, bah voilà, on inverse tout. Et est-ce que ça nous donnerait un signal haussier sur le marché? Alors, c'est une excellente question et en fait, pas du tout. Parce que en fait, les tops du marché ne sont bah, d'après mes recherches, sont très différents des bottoms. Donc j'ai également mon algorithme qui, pour les bottoms, qui sont en fait beaucoup plus simples à capter, hein, les bottoms. En fait, les bottoms, donc je vais un peu partager une clé, mais alors faites pas attention à ce signal-là, il est mauvais. Euh, mais en fait, les bottoms du marché sont très vifs. Il y a une très forte participation soudaine en très peu de temps. Donc énormément en fait d'actions qui évoluent en hausse, 90% parfois du NICE, du S&P 500, du NICE, du Nasdaq, qui termine la séance en hausse pendant plusieurs séances. Et ce mouvement de vraiment extrêmement en fait bullish, voilà, c'est un signal de bottom majeur du marché américain. Et en fait, l'erreur que je remarque et que je faisais avant de coder de Ouais. faire mes recherches et de coder cet algorithme, c'est qu'en fait, on a tendance à attendre un retracement une fois qu'on a cette période de quelques séances où on a énormément d'actions qui terminent la séance en hausse. On a tendance à attendre un retracement qui en fait n'arrive jamais. Et, euh, D'accord. et en fait, ce qu'il faut acheter, c'est la hausse de 5% du S&P 500 en 2, 3, 4, 5 séances. Ça fait mal d'acheter après une telle hausse en si peu de temps, mais en fait, c'est, d'après mes recherches, la meilleure chose à faire si on Oui, ne veut c'est pas rater le train. voilà ce que j'allais dire. La meilleure façon, c'est de monter dans le train alors qu'il est en train de prendre de la vitesse. Même si, en Voilà. effet, au lieu de monter à 2 km/h, on monte à 15 km/h, mais on sait qu'il ira peut-être à 100 km/h dans quelques jours, où il aura parcouru 100 km. Voilà. En Euh, général, il ne se retourne pas. Une fois que hmm, j'ai ces signaux-là, le marché ne revient pas tester les plus bas ou même ne corrige quasiment pas en fait. Donc c'est voilà. ok. Mais ça Euh, repose, alors oui, pardon, dis-moi. ça repose également sur les indicateurs de participation.
Les signaux c'est pas du tout les mêmes signaux, mais ça repose également sur ces mêmes indicateurs-là. Donc là, on va avoir essentiellement le pourcentage d'actions qui évoluent au-dessus de qui termine la séance en hausse. Donc si on a un Ok. nombre très élevé d'actions du S&P 500 ou du NYSE qui termine la séance en hausse pendant plusieurs séances, c'est généralement un très bon signe pour le marché boursier américain et Ok. le reste du marché action, évidemment. Alors, justement, pour rebondir, parce qu'il y a une question dans le chat, et notamment par rapport à la troisième partie donc, que l'on avait prévue dans ce webinaire, c'est quels sont les secteurs qui pourront être positifs en 2026? Je ne sais plus comment on avait indiqué ça dans le sommaire, mais en gros, quels sont, voilà, quels sont les secteurs qui, eux, contrairement à tout à l'heure où on parlait justement du secteur de la finance, de la tech, qui pourront pâtir justement de cette baisse des marchés dans leur globalité, quels sont les secteurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu? Ou quelles sont des valeurs qui là aussi peuvent tirer leur épingle du jeu? Est-ce que tu as des exemples? Ouais, j'ai des exemples. Alors juste, parenthèse, précision, heu, m mes signaux de mon algorithme, mes signaux baissiers, c'est pour prévenir les corrections de 10. Donc c'est possible qu'on ait un simple retracement de 10 du S&P 500 et qu'ensuite que 2026 soit une très bonne année pour le S&P 500. Je préfère juste, Ok, ouais, préciser, c'est important de le préciser en effet, parce que sinon on va c'est te possible. considérer comme un oiseau de mauvais augure. Voilà, c'est ça. Donc, je préfère être clair. C'est possible qu'on ait une correction de 20 hein. Si on a une récession, on aura même plus. Mais c'est également possible qu'on ait 10 de baisse et que le marché repart à la hausse rapidement. Donc, voilà, je préfère être précis, être clair. Avant de répondre à la question sur les secteurs qui pourront bien fonctionner en 2026, j'ai une autre question qui dit dans la situation actuelle, Valentin, pardon, est-ce que tu as repéré une divergence baissière à l'appui d'une alerte de short sur ton modèle? Une divergence baissière à Ouais, l'appui, c'est-à-dire? ouais, je sais pas. Alors, bah, Donc, comme j'ai dit, il y a le VIX qui converge du coup avec le S&P 500, ce qui est pas normal. Il y a un autre indicateur, alors c'est plus économique que je regarde assez souvent. Alors c'est en fait les credit spread. Donc en fait c'est la prime de risque sur le marché du crédit américain sur les entreprises les moins bien cotées. Donc tout ce qui est en fait junk. hmm, Et en fait ça paraît souvent on a une divergence bien avant en fait. Alors je vais supprimer tous ces tracés-là, voilà. Il y a une divergence qui s'installe. Je vais superposer avec le S&P. Tac. ouais, ce qui est bien, c'est que sur l'outil ici, on peut superposer donc différents graphiques Oui, c'est avec une adaptation au niveau des échelles. euh, Et ça permet vraiment d'avoir en effet des divergences, des convergences, voire des écarts importants par rapport à l'évolution d'un secteur par rapport à un autre, d'une action par rapport à une autre, d'un indice aussi par rapport à un autre. C'est une fonctionnalité qui est très utilisée sur cet outil, sur TradingView. voilà. Donc là on voit que par exemple, alors pas toutes les convergences sont synonymes de correction, mais en fait c'est quand même assez souvent le cas lorsque on a le VIX qui converge et cette prime de risque sur le marché du crédit qui converge avec le S&P 500, ce n'est pas normal. La plupart du temps, en tout cas, ce n'est pas normal. Donc voilà, c'est un signal clairement pour moi d'alerte. Donc ces signaux-là, plus mon algorithme, me font croire quand même avec une certaine confiance qu'on aura un retracement au moins voilà, de 10%. C'est vraiment Mm. l'objectif pour lequel mon algorithme a été codé. Ça se trouve, c'est possible que ce soit un signal, un faux signal positif, donc que ce soit un signal perdant. Donc il faut s'y préparer. Mais pour le moment, en tout cas, tout me mène à croire qu'on on va avoir, en tout cas, les probabilités sont dans le sens d'une correction, à mon sens. Ok. Alors justement, pour terminer, il nous reste 5 minutes. Donc quels sont les secteurs qui sont selon toi
pourront performer ou en tout cas seront plus protégés par rapport à cette éventuelle baisse des marchés ou de Alors, correction? généralement, ce sont comment dire, les secteurs défensifs. Donc, on a la santé qui a déjà bien progressé et qui a permis de se protéger de cette baisse, hein, du S&P 500, même si bon, le S&P 500 est revenu assez plus haut, mais on voit que le secteur de la santé n'a eu aucun problème à progresser pendant les petites secousses du Mm. S&P 500 le mois dernier. On a un autre secteur défensif qui est la consommation de base. Voilà, donc consommation de base, un secteur pareil, très défensif qui tend à être résilient lorsqu'on a des secousses. Et on a Est-ce que, historiquement. est-ce que tu as des valeurs justement côté consommation? Est-ce qu'il y a des exemples Alors, il y a Walmart. d'action? Ouais. Walmart, c'est le plus gros retailer détaillant sur la Oui, consommation de base. c'est la plus grosse valo d'ailleurs mondiale sur la consommation. Exactement. Il y a également Costco, mais personnellement, je trouve que Costco est extrêmement cher, hein, 50 fois le forward PE, il me semble. Donc, Mhm. je n'achèterai pas Costco personnellement, mais voilà, Walmart, on l'a ici. On voit que Walmart a eu une belle hausse. Et même, par exemple, en période de bear market du S&P 500 en 2022, on voit que bon, on a une certaine volatilité, mais on n'a pas eu un bear market comme ce qu'on a eu sur Apple, Microsoft, Mm. Nvidia. Donc, si vous êtes déjà fortement exposé à la tech, c'est pas forcément une mauvaise idée de s'exposer sur des valeurs défensives. On a sur la santé J&J, Johnson Johnson, très connu. C'est pareil, le mastodonte, on va dire, de la santé. On a Lilly avec ses produits de diabète qui a pas mal augmenté, qui a permis justement au secteur de la santé Tiens, de bien augmenter. quelqu'un dans le chat dit, je dirais pharma santé, donc on vient de l'évoquer, Ouais. énergie, minerais et cyber liés à l'IA. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu as le Alors, droit de te mettre d'accord, hein. ouais, cyber, j'ai du mal, hein, en tout cas, si on fait référence à Palantir, je pense que ça sera c'est une boîte d'IA, hein, mais la valorisation fait que c'est une boîte qui est extrêmement dépendante de la liquidité sur les marchés. Et avec le Bitcoin en baisse, les cryptos en baisse, je pense pas que si on a une correction, Palantir Ouais, va c'est bien plus se compliqué. comporter. Je pense que, au contraire, Palantir peut être un candidat à shorter en fait, au vu de la valo, si on a un ralentissement économique. Voilà. Ah, par contre, au niveau de la défense, effectivement, la défense est un secteur défensif, donc qui a tendance à ne pas vraiment être dépendant de pas forcément être corrélé au S&P 500, en tout cas pas tout le temps dans ces périodes de correction. L'énergie et les matériaux, le problème, c'est que ce sont des secteurs extrêmement dépendants de la macro mondiale. Et en Mm. général, lorsqu'on a une correction sur le marché américain, si ça implique, si cette correction est due à des craintes sur l'économie, Ouais, craintes sur la on croissance, pour empathie. être précis, l'énergie et les matériaux vont corriger fortement. Ok. Je pense pas qu'on aurait cette correction-là lors de la prochaine correction du S&P 500. Je pense pas que l'énergie et les matériaux seront concernés, mais voilà, je préférerais les secteurs défensifs pendant cette période de correction très Allez, honnêtement. pour terminer, on me dit dans le chat Palo Alto. Palo Alto, alors je connais pas Palo Alto. Alors, ah si ça me dit quelque chose, Palo Alto Network. Oui, bah c'est alors. Je vous avoue que je connais pas bien. J'ai entendu le nom, C'est mais la je connais pas l'entreprise cybersécurité, plus hein, que c'est ça. la cybersécurité. Ouais, il n'y a pas que Palantir en effet, mais je ne pourrais pas vous dire pour Palo Donc, Alto. donc J'ai rien à vous dire de précis, hein. tu as le droit, hein. Ouais. Simplement, c'est pas forcément évident de connaître toutes les valeurs, bien sûr, du marché US. Simplement pour terminer, donc, on s'attend à une baisse du marché, notamment par rapport à ce que tu nous as démontré, par rapport à la big picture, par rapport également à ce que te donne aujourd'hui ton indicateur. Des secteurs néanmoins à surveiller ou sur lesquels être plutôt vigilant, donc côté finance, côté de la tech, avec néanmoins des secteurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu, comme tu le disais, donc la pharma, la santé,
Et puis, alors attends, je regarde parce qu'il y a encore des La conso questions. aussi. Ok, on dit que c'était très intéressant. Bah, merci pour vos commentaires. Et pardon, oui, la consommation, hein. La Voilà. consommation, secteur, là aussi. Défense, on peut dire défensif par rapport Oui, 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 c'est considéré qui comme un permettent secteur de défensif. se repositionner, hein. Voilà. Il y en a trois historiquement des secteurs défensifs. Il y a également celui des services publics, enfin les utilities, donc tout ce qui est Mhm. génération d'électricité, gaz, eau et tout ça. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est très corrélé à l'IA, parce qu'il y a une forte demande d'énergie. Donc, si on a une correction sur les valeurs de l'IA, je pense que les utilitaires vont également corriger. Voilà. Ok, ok, ok. Eh ben, écoute, Valentin, c'était super intéressant d'échanger ce soir avec toi. Je pense qu'on aura l'occasion, alors ce sera courant 2026, de refaire des choses également, alors peut-être plus précises, notamment par rapport aux idées de trading. Moi, ce que j'aimerais bien pour la suite, c'est que tu nous expliques un petit peu comment tu fais tes choix sur les idées de trading que tu produis donc tous les jours pour IG. Je rappelle, hein, que les idées de trading de Valentin sont disponibles donc gratuitement sur le site d'IG à la rubrique analyse. Est-ce qu'il y a d'autres médias dans lesquels on peut te retrouver ou sur lesquels tu fais des publications? Alors, je suis également sur le Twitter X, enfin le réseau social X, Twitter, Mhm. et je rédige de temps en temps sur mon blog, mon Substack, au nom de Valentin Offrand. Donc, voilà, Avec un seul F, hein. Parce que moi, avec un il seul m'arrive F. parfois de l'écrire avec deux F, par Ouais. erreur. Donc, bah voilà. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Et puis moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire qui sera là, qui cette fois-ci sera dédié donc aux actions. Ce sera avec Mathieu Serron et il nous parlera donc des 3 actions à détenir en portefeuille en 2026 avec là aussi une analyse technique très détaillée. Il nous dira pourquoi justement, hein, il a choisi ses valeurs. Le replay, bien sûr, comme d'habitude, sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube d'IG. Vous recevrez de toute façon là aussi un email dès demain soir avec tous les liens qui vous emmènent donc sur IG Academy, également donc sur la chaîne YouTube, sur la playlist des replays. Comme la dernière fois, comme sur la dernière vidéo, n'hésitez pas là aussi à poser vos questions en commentaire. J'y réponds. Et puis si j'ai des questions là aussi pour toi, Valentin, je te les passerai directement. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Salut Valentin.